Direction la Californie en 1991. Une jeune fille disparaît sans laisser de traces sur une route isolée et sa famille se lance dans une quête désespérée pour la retrouver. Pendant des années, l'affaire reste un mystère, jusqu'à ce qu'un seul détail, apparemment anodin, attire l'attention de quelqu'un d'extérieur. Derrière une façade banale, un secret terrifiant se cache. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Denise Hubert, un crime qui a glacé l'Amérique et bouleversé des vies à jamais. Préparez-vous à entrer dans l'histoire d'un prédateur méthodique, d'une enquête complexe et d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Ça va être une très longue affaire, donc j'espère que vous êtes bien prêts, bien installés confortablement. N'hésitez pas à vous faire une petite boisson, des petits trucs à grignoter. Même moi pour le tournage, d'ailleurs, je me suis fait des cookies, un café, mon verre d'eau, parce que je sens que je vais passer pas mal de temps derrière cette chaise à vous raconter toute cette enquête qui est, ma foi, très intéressante. Donc sur ces mots, je ne vous embête pas plus et c'est parti pour cette nouvelle enquête. Denise Annette Huber. Dès qu'on prononce son nom, ceux qui l'ont connue se souviennent immédiatement de son aura singulière. Dans n'importe quelle foule, elle attire l'attention, mais jamais de manière ostentatoire. Ce n'est pas une femme qui cherche à briller de manière artificielle, c'est une lumière qui est douce, authentique, qui semble jaillir de son être et envelopper ceux qui croisent son chemin. Elle est grande, élancée, avec une silhouette élégante, presque gracieuse. Sa chevelure brune, dense et brillante, capte la moindre lueur, comme si chaque rayon de soleil, finalement, trouvait refuge dans ses mèches de cheveux. Et puis, surtout, il y a son regard. Des yeux d'un bleu glacial, mais loin d'être froid, il reflète une intensité sereine, un calme profond qui apaise. Lorsqu'elle sourit, tout devient clair. Ce sourire est franc, large, sans artifice, le genre qui désarme immédiatement. Denise possède cette faculté rare d'aller vers les autres avec bienveillance. Même face à un inconnu, elle s'approche sans hésitation, pose une main légère et demande doucement et simplement si ça va. Ce n'est pas une question qui est mécanique, mais une véritable invitation à se confier. Beaucoup disent qu'en sa présence, ils se sentaient protégés, comme enveloppés dans un cocon invisible. Denise a vu le jour le 22 novembre 1967 à Modesto, en Californie. Mais ses racines, elles, plongent bien plus loin dans les terres simples et solides du Dakota du Sud, région de petites villes, de traditions anciennes et de valeurs profondément ancrées. Ses parents, Denis et Yon, étaient jeunes dans les années 60 et, comme tant d'autres couples de leur génération, ils rêvaient d'horizons plus vastes. Animés par ce désir d'avenir meilleur, ils avaient quitté leur sécurité pour chercher ailleurs des opportunités. Après quelques déménagements successifs, le couple s'est installé à Modesto. C'est là que Denise est née, et dès qu'elle a ouvert les yeux, ses parents sont tombés fous amoureux de ce petit être fragile. Ils l'ont appelée Denise, en hommage à son père, Denis, un prénom qui allait renforcer le lien entre eux. Ses yeux, en revanche, ont créé la surprise, d'un bleu éclatant, presque cristallin, alors que ses deux parents avaient les yeux bruns. Un mystère génétique qui, déjà, la distinguait. Enfant, Denise est d'une douceur exemplaire. Facile à élever, jamais capricieuse, elle incarne le calme. Très tôt, elle développe une passion pour les animaux, une tendresse particulière pour Sam, le grand chien noir de la famille. Cette affection sincère façonne déjà ses rêves d'avenir. Elle se voit vétérinaire, dévouée à la protection de ceux qui n'ont pas de voix. Curieuse et pleine de vitalité, Denise explore tout ce qui l'entoure. Et pendant ce temps, son père change plusieurs fois de voie professionnelle, passant d'un poste dans une entreprise de boissons à une carrière dans le secteur bancaire, avant de trouver une stabilité comme agent de prêt. Sa mère, Yon, enseigne avec amour et dévouement, investie auprès des enfants. Puis, 2 ans et demi après Denise, la famille s'est agrandie avec la naissance d'un garçon, Jeff. Entre-temps, les Huber ont encore une fois déménagé. Pourtant, malgré ces changements qui sont fréquents,
L'enfance de Denise s'est déroulée dans une atmosphère stable, chaleureuse, marquée par l'amour et des repères constants. Ses parents, profondément croyants, travailleurs acharnés et entièrement tournés vers leurs enfants, ont su bâtir un foyer solide. Yon avait d'ailleurs ce don rare. Peu importe l'endroit où il vivait, elle transformait chaque logement en un refuge, un véritable cocon. Un simple appartement ou une maison de passage devenait aussitôt un espace rempli de rire, de repas partagés et surtout de sécurité. Denis, souvent en déplacement pour son travail, pouvait compter sur elle pour maintenir sa stabilité. La maison Hubert résonnait d'histoires racontées le soir, de repas en famille, de gestes tendres toujours disponibles. Denise, elle, s'est naturellement affirmée comme la grande sœur protectrice. Un peu autoritaire parfois, c'est vrai, mais toujours muée par une gentillesse sincère, elle veille sur Jeff comme une seconde mère. Leur relation est forte, solide, faite de complémentarité. Car si Denise est extravertie, bavarde et spontanée, capable de se faire un ami en attendant la caisse du supermarché, Jeff, lui, est plutôt réservé, observateur, tourné vers l'introspection. Pourtant, malgré ces différences, un lien indestructible les unit. Chaque nouvelle école, chaque déménagement, chaque quartier inconnu, ils n'ont qu'une seule certitude, se retrouver l'un l'autre. Leur complicité est un véritable refuge, un sanctuaire, leur boussole. Autour de Denise, les gens semblent naturellement attirés, comme happés par une énergie douce qui émane d'elle sans effort. Son enthousiasme pétille mais sans jamais devenir envahissant, sa curiosité est réelle mais toujours respectueuse, et derrière cette douceur, il y a une lucidité, une force tranquille qui lui évite de tomber dans la naïveté. Ses passions, elles sont simples mais intenses. Elle respire la musique autant qu'elle l'écoute, comme si chaque mélodie faisait partie de son identité. Elle adore la plage, les vagues qui viennent caresser le sable, mais aussi les petites choses de la vie. Les grenouilles qu'elle observe avec tendresse, les chiots qu'elle cajole, une bonne part de pizza ou encore un bouquet de fleurs posé sur une table, ou pourquoi pas, l'effort physique de l'entraînement. Avec les années, son apparence change doucement. Ses cheveux, autrefois blonds, foncent en un brun profond, traversés de reflets cuivrés qui accentuent sa beauté singulière. Beaucoup la remarquent, mais Denise garde une réserve surprenante. Au lycée, malgré l'attention qu'elle suscite, elle ne sort avec personne. Elle reste discrète, presque timide, comme si sa véritable nature, humble et réfléchie, n'était pas du tout en accord avec l'image confiante qu'elle projetait à l'extérieur. En elle, finalement, cohabitent deux forces, l'audace visible et la modestie intime. En 1985, elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. C'est une étape importante, mais elle n'a pas encore trouvé la direction précise qu'elle souhaite donner à sa vie. Une chose, pourtant, est très claire. Denise veut être utile aux autres. Son avenir doit avoir un sens, apporter quelque chose de positif aux gens qui l'entourent. Elle quitte alors le foyer familial pour vivre seule et suivre ses cours à l'université. C'est à ce moment qu'elle rencontre Debbie, une jeune femme avec laquelle elle se lie immédiatement. Leur complicité est telle que beaucoup les prennent pour des sœurs. Les deux étudiantes deviennent inséparables, elles révisent ensemble, échangent des confidences jusque tard dans la nuit, profitent des vacances de printemps pour voyager et se retrouver dans des gradins pour encourager les équipes de hockey. Bref, elles sont inséparables. Et pourtant, même plongée dans cette vie universitaire animée, Denise ne s'éloigne jamais de ses parents. Chaque semaine, sans exception, elle prend le temps de les appeler. Son père, en particulier, occupe une place essentielle dans son cœur. Il vient parfois la voir sur le campus et leur relation est empreinte d'une rare profondeur. Elle lui confie ses doutes, ses petites victoires, ses espoirs. Denis écoute, conseille, soutient, et sa fille, de son côté, lui accorde une confiance totale. Entre eux, le lien est indestructible. Au bout d'un an, elle décide de rentrer vivre auprès de sa famille. Entre-temps, ses parents ont acheté une grande maison de 2 étages, 4 chambres, 3 salles de bain, situées à seulement un quart d'heure de route de l'océan. Alors pour Denise, honnêtement c'était qu'un pur bonheur. La plage devient son refuge, son deuxième foyer. Si bien qu'elle persuade Debbie de les rejoindre. Les deux amis partagent sa chambre et la famille Hubert accueille Debbie comme l'une des leurs. Peu de temps après, les deux jeunes femmes s'inscrivent à l'Université d'État de Californie pour le semestre d'automne de 88. Mais la vie n'est pas simple. Les Hubert offrent tout leur amour, mais ne disposent pas non plus de moyens financiers illimités.
Denise doit donc travailler à temps partiel pour financer ses études. Elle jongle entre ses cours et son emploi sans jamais se plaindre. Sa force réside dans cette capacité à encaisser sans se laisser abattre. Avec le temps, son rêve d'enfant de devenir vétérinaire s'est estompé. Et en attendant de trouver une vocation claire, elle suit des cours et travaille comme serveuse à l'Old Spaghetti Factory où elle fait de nombreuses rencontres. Debbie travaille également, renforçant leur complicité quotidienne. Denise se fait facilement des amis, mais elle n'est pas en quête d'amour. Et à ce moment de sa vie, elle veut surtout se comprendre elle-même, découvrir qui elle est, ce qu'elle désire construire et avec qui elle aimerait un jour partager son avenir. Ses études restent sa priorité. Et en 90, elle a obtenu un diplôme en sciences sociales. Son frère, Jeff, de son côté, a pris une direction complètement opposée, se lançant alors dans la musique. Denise se trouve à la croisée des chemins, toujours en quête de sa voie. À la fin des années 90, elle enchaîne 2 emplois, économise et rêve d'un jour pouvoir avoir son propre logement. Elle explore différentes possibilités en multipliant les petits contrats. Et c'est aussi à cette période que sa relation avec Steve, un ami de longue date, commence à évoluer. Ce n'est pas une passion brûlante, mais une histoire douce, tranquille, faite de balades au bord de l'océan, de repas simples partagés autour d'un hamburger et de rires spontanés pour des choses légères. Une romance discrète mais sincère. Steve, lui, nourrit des sentiments plus profonds. Il voudrait que leur lien devienne plus qu'une simple amitié teintée de complicité. Pourtant, il n'insiste pas. Il préfère attendre, avancer doucement, au rythme de Denise. Car elle n'a que 23 ans, et elle veut encore prendre le temps de comprendre ce qu'elle désire réellement. Et puis, survient cette nuit. Une soirée qui, sur le papier, n'a rien d'exceptionnel. Une de ces nuits banales où l'on s'attend à rentrer tard, à se glisser dans ses draps, et à se réveiller le lendemain comme si de rien n'était. Mais pour Denise, cette nuit-là marque un point de bascule. Mais avant ça, revenons au début de la journée. Depuis des jours, elle attend ce moment. Steve lui a offert 2 billets pour voir son artiste préféré en concert. Il n'était pas certain de pouvoir s'y rendre à cause de son emploi du temps qui est plutôt instable. Alors il lui a dit « Même si je ne peux pas venir, tu dois y aller. Je sais combien ce concert compte pour toi. » Pour Denise, ce n'est pas juste un spectacle de plus, c'est une respiration. Une échappée belle hors de sa routine faite de travail et de petites économies. Une preuve que la vie garde encore un goût de fête, une étincelle d'adrénaline. Toute la journée, elle en parle avec une amie. Quelle tenue porter, quelle ambiance créer, comment prolonger l'excitation de l'événement. Bref, elle veut que ce moment soit parfait. Et finalement, Steve est revenu au travail. Il propose donc que Rob, son ami de longue date, l'accompagne à sa place. Rob, lui, n'a jamais caché son admiration pour Denise. Ses sentiments dépassent même peut-être l'amitié. Mais elle, de son côté, elle a toujours été claire, avec lui comme avec Steve, pour le moment, elle ne veut rien de romantique, ni d'engagement amoureux. Rob respecte ça, et leur relation reste amicale. Lorsque vient le moment de partir, Denise se prépare avec soin. Avant de quitter la maison, elle s'arrête dans la chambre de ses parents. Elle leur dit qu'elle les aime, les rassure en précisant qu'elle sort au concert et qu'elle rentrera tard. Sa mère, inquiète, la supplie de ne pas rester dehors trop longtemps. Denise répond par un sourire et une phrase légère « Maman, tout ira bien, ne t'en fais pas. » Elle ajoute qu'elle risque de prolonger la soirée après le concert afin que ses parents ne s'attendent pas non plus à la voir rentrer trop tôt. Puis, elle s'éclipse rejoindre Rob. Quand celui-ci la découvre, il en reste bouche bée. Il la savait déjà très belle, mais ce soir-là, Denise est éblouissante. Ensemble, ils font un arrêt dans un magasin d'alcool et achètent une bouteille de vodka ainsi que du jus d'orange, histoire de ne pas dépenser trop d'argent à l'intérieur, où on sait que ne serait-ce qu'une pinte de bière va coûter 7 à 8 euros. Ils arrivent tôt sur le parking de la salle et avant d'entrer, ils restent un moment dans la voiture. Ils boivent quelques verres, mettent de la musique, rient, dansent même un petit peu, comme pour prolonger l'attente et s'imprégner de l'ambiance festive. Puis, quand l'heure approche, ils se dirigent à l'intérieur. Le concert dure 3 heures. 3 heures où Denise chante à plein poumon, danse sans retenue et se laisse emporter par chaque note. C'est d'ailleurs exactement ce dont elle avait besoin, une parenthèse de liberté, d'insouciance et de joie. Et pourtant, ce qui glace le sang dans cette merveilleuse soirée, c'est de savoir qu'elle vit ses ultimes instants de bonheur. Ses chansons sont les dernières qu'elle fredonne, et ses rires, les derniers qu'elle partage. Cette nuit-là est la dernière où elle se sent pleinement vivante et insouciante. Car parfois, malheureusement, tout bascule en une seconde.
Et cette pensée elle est d'ailleurs très effrayante. Après le spectacle, Denise et Rob cherchent à joindre Steve depuis un téléphone public. Ils ont convenu de le retrouver dans un bar pour un after assez rapide. Mais ce dernier ne raccroche pas. Ils décident, malgré tout, d'aller dans le bar. Lorsqu'ils arrivent, il est déjà minuit passé. Les derniers verres sont servis à 1h30, donc ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux, mais ça les importe peu. Ils veulent seulement grignoter quelque chose, boire une bière et attendre Steve. Mais celui-ci ne viendra jamais. Après avoir bu un verre, Denise dépose Rob devant chez lui. Puis, seule au volant de sa voiture, elle s'engage dans la nuit noire. C'est une route qu'elle connaît par cœur. Elle pourrait la conduire presque les yeux fermés, même si évidemment ce n'est pas du tout recommandé. Un trajet d'une vingtaine de minutes à peine, qu'elle a répété des dizaines et des centaines de fois. Mais cette nuit-là, dans le calme pesant des rues désertes, cette route familière devient soudain une énigme. Elle disparaît dedans, avalée par l'obscurité. Le lundi matin, lundi 3 juin, la maison Hubert s'éveille dans un silence inhabituel. Trop inhabituel. Ses parents savent que Denise devait rentrer après le concert. Même tard, elle finit toujours par revenir. Mais à présent, le soleil éclaire les volets et Denise n'est nulle part. Pas de pas précipités dans le couloir, pas de bruit de douche, pas de tasse de café posée sur le comptoir. Elle, qui d'ordinaire se lève tôt pour préparer sa journée, semble s'être volatilisée. Son père se veut alors rationnel. Il se dit que c'est une adulte, qu'elle a peut-être dormi ailleurs, chez une amie. Mais l'inquiétude s'invite malgré lui. Il monte à l'étage, frappe à sa porte, rien. Il en trouve doucement, le lit est impeccable, tiré au carré, tel qu'elle l'avait laissé avant de partir. À cet instant, son estomac se noue. Ce lit froid signifie une seule chose, Denise n'est jamais rentrée. Il essaye encore de se rassurer. Sa fille a 23 ans, elle sait se débrouiller, mais le doute il persiste. Travaillant depuis la maison pour lancer sa nouvelle activité immobilière, il appelle Yon, son épouse, qui est déjà partie au travail, pour lui annoncer que Denise n'est pas rentrée la nuit dernière. Sa voix se veut poser, mais une fissure s'y glisse. Lorsque Yon rentre en fin de journée et constate que leur fille n'a toujours pas franchi le seuil de la porte, son cœur de mère n'a plus besoin d'arguments. Son instinct crie que quelque chose est arrivé. Pas un simple retard, pas un caprice, un vrai danger. Elle attrape le téléphone, compose numéro après numéro, les amis proches d'abord, puis d'autres connaissances, des collègues, mais personne n'a vu Denise. Personne ne sait rien, et le dernier à l'avoir croisé, c'est Rob, qui déclara simplement que cette dernière l'a déposée après minuit, et qu'après ça, plus rien non plus. L'angoisse commence à monter de plus en plus. Denise ne disparaît pas sans prévenir, jamais. Elle prévient toujours ses proches, même pour un retard qui est minime de quelques minutes. Mais cette fois, c'est le silence total. Alors Yon, elle appelle les hôpitaux. On sait jamais, elle a peut-être eu un accident. Elle appelle les commissariats. Tous les endroits finalement qui sont possibles. Mais chaque appel se solde par une réponse négative. L'absence d'information devient, paradoxalement, une confirmation. Parallèlement, une de ses amies, Tammy, refuse de rester immobile. Avec son petit ami, elle décide de prendre la voiture. Direction la côte, le chemin que Denise aurait normalement dû emprunter pour pouvoir rentrer entre l'endroit où elle a déposé Rob chez lui et son domicile, soit une petite vingtaine de minutes. Ses yeux fouillent chaque recoin, bas-côté, fossé, parking. Et finalement, elle ne sait même pas ce qu'elle cherche vraiment. La silhouette de Denise, sa voiture, un indice laissé par hasard, mais la route ne livre rien. Seulement, finalement, le bruit régulier des vagues et le vent marin qui n'apportent aucune réponse. À 21h30, toujours la même journée, le lundi 3 juin, il n'y a toujours rien. L'inquiétude devient plus qu'insupportable. Tammy décide de changer d'itinéraire et tente l'autoroute, même si Denise n'avait pas du tout l'habitude de la prendre. Elle se dit que cette fois-ci, elle a peut-être voulu gagner du temps, ou éviter la route principale, parce qu'elle avait bu un petit peu et que elle avait plus de chances de se faire arrêter sur cette route qu'en allant sur l'autoroute. Et c'est là, à l'approche d'une sortie, que Tammy aperçoit une lueur familière. Des feux de détresse qui clignotent sans relâche dans l'obscurité. Une voiture immobile, garée sur le bas-côté. Et son cœur s'effondre, puisque c'est celle de Denise. Prise de panique, Tammy s'arrête net. Elle court jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche et compose le numéro des Uber. Yon décroche, et la voix de Tammy tremble lorsqu'elle crie qu'elle a trouvé la voiture de Denise.
Aussitôt, Denis et Yon foncent vers la sortie d'autoroute. Quand ils arrivent, Tammy est déjà garée derrière le véhicule. Elle s'approche, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le pneu arrière est complètement éventré, réduit en lambeaux. Elle tente de jeter un œil par la vitre du passager, mais l'habitacle est plongé dans une obscurité impénétrable. À cet instant, la voiture des Uber se gare derrière elle. Denis et Yon accourent et sans hésiter, Yon se dirige vers la portière passagère. La vitre étant légèrement entrouverte, elle passe la main à l'intérieur et déverrouille la porte. De l'autre côté, Denis ouvre le côté conducteur. Leur respiration se fige. Leurs cœurs savent déjà qu'ils s'apprêtent à découvrir quelque chose qui va bouleverser leur vie. Les portières s'ouvrent enfin dans un grincement métallique. Yon, le cœur battant, plonge son regard à l'intérieur. La première chose qui lui saute aux yeux, ce sont les longs collants noirs de sa fille, abandonnés en boule sur le siège passager. Rien d'étrange pour qui la connaît. Denise a toujours eu cette habitude, retirer ses collants pour mieux respirer lors des trajets un peu longs. Et dans ce silence nocturne, ce détail banal devient soudain sinistre, comme une trace fragile de son passage. Pour le reste, la voiture est d'une propreté glaçante. Pas de Denise, pas de sac à main, pas de clé, simplement ce siège vide, ce pneu arrière éclaté et ses collants froissés, reliques muettes de la soirée. À cette époque, les téléphones portables ne font pas encore partie du quotidien. Impossible donc de savoir si Denise a tenté d'appeler de l'aide ou non. Et pourtant, aucun signe de lutte. Pas de vitre brisée, pas une goutte de sang, pas même un objet déplacé. Absolument tout paraît intact. Les marques noires sur l'asphalte racontent une autre histoire. Le pneu a explosé en pleine route. Denise a manifestement lutté pour garder le contrôle, puis s'est arrêtée avec précaution sur le bas-côté. Comme si elle avait agi méthodiquement, sans panique. Alors, a-t-elle quitté le véhicule pour chercher secours ? Alors, a-t-elle quitté le véhicule pour aller chercher du secours ? Sur cette portion d'autoroute, des téléphones d'urgence métalliques sont installés tous les kilomètres. Or, sa voiture s'est immobilisée exactement entre deux de ses bornes. Alors, a-t-elle parcouru la distance jusqu'à l'une d'elles ? A-t-elle rencontré quelqu'un sur le chemin ? Et si oui, qui ? Les Uber, la gorge serrée, n'attendent plus. Cette nuit-là, ils appellent la police et déclarent officiellement la disparition de leur fille. Contrairement à d'autres histoires trop fréquentes qui ont tendance à nous énerver, où les familles se heurtent au fameux « attendez 24 ou 48 heures », ici, les autorités réagissent immédiatement. Le chef de la police juge la situation sérieuse et dépêche une équipe sur les lieux. À 1h du matin, les gyrophares illuminent l'autoroute déserte. L'ambiance y est lourde et les agents ne parlent plus seulement d'une disparition inquiétante, c'est désormais une potentielle scène de crime. Une voiture abandonnée, moteur éteint, warning encore clignotant et une conductrice qui est introuvable, l'image est bien trop étrange pour être ignorée. Un hélicoptère est mobilisé pour ratisser la zone vue du ciel, tandis que des unités cynophiles débarquent pour suivre l'odeur de Denise. Les chiens s'élancent, museau collé au sol, flair déterminé. Ils parviennent à suivre sa trace sur environ 75 mètres, le long du ruban d'asphalte, puis soudain, le fil s'interrompt. Plus rien. La piste s'évanouit soudainement. Or, les chiens ne perdent pas une odeur de cette manière sans raison. La conclusion inquiète donc tout le monde. Denise a probablement été embarquée dans un autre véhicule. Et pendant que l'équipe médico-légale inspecte la voiture, la même constatation revient. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence, juste ce détail obsédant. Ses collants, posés là comme elle l'a toujours fait. Comme si elle avait quitté la voiture volontairement avec l'intention de revenir, mais n'était jamais revenue. Dans la maison familiale, la nuit s'étire en un cauchemar sans fin. Personne ne ferme l'œil. Jeff, son petit frère, a tout abandonné pour entrer en urgence. Lui qui se produisait sur scène avec son groupe a annulé ses concerts et plié bagages, incapable de rester loin. Les forces de l'ordre quadrillent la zone, interrogent les stations-service, les motels, les restaurants alentours, les garages, les dépanneurs. Personne n'a vu Denise. Personne ne se souvient d'une jeune femme vêtue de noir cette nuit-là, ni même d'une simple jeune femme qui aurait pu tomber en panne. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Car si Denise a disparu sans laisser de traces, une révélation va plonger l'enquête dans une noirceur encore plus grande. Elle n'est pas la seule femme à s'être volatilisée cette nuit-là. Dans les jours suivants, les policiers questionnent tous les proches. Les Uber répètent inlassablement ce que chacun d'eux sait déjà. Denise est une personne qui est fiable, prévisible, qui n'aurait jamais laissé sa famille sans nouvelles. Pas même pour une heure, pas même pour une nuit.
Les enquêteurs commencent naturellement par interroger les deux hommes les plus proches de Denise, Rob et Steve. Rob passe évidemment le premier. Calme mais visiblement affecté, il déroule toute la soirée dans les moindres détails. Très vite, une question traverse l'esprit des agents. Si Steve était censé, alors entre guillemets, on se comprend, être le petit ami de la jeune femme, pourquoi Denise est-elle sortie avec Rob? Est-ce qu'il se trouve face à un triangle amoureux compliqué? Alors, bon, eux ils n'ont pas le même historique que nous on a en amont, alors Rob désamorce aussitôt le doute. Denise avait été transparente avec chacun d'eux, elle n'était pas prête pour une relation amoureuse, ni avec Steve, ni avec qui que ce soit. Il admet toutefois, presque gêné, qu'il avait développé des sentiments pour elle. Durant le concert, il avait osé passer un bras autour de ses épaules. Un geste furtif au rythme de la musique, mais qui n'avait mené à rien d'autre. Pas de baiser, pas d'ambiguïté. Juste un instant volé qui ne changeait en rien la vérité. Denise voulait garder ses distances. Non pas qu'elle ne les appréciait pas, elle les adorait, mais elle n'était pas prête à être en couple. Pour dissiper les soupçons, Rob accepte de se soumettre à un test au polygraphe. Les résultats confirment ses propos. Il a dit la vérité. Même si on sait que les tests polygraphes ne sont pas hyper fiables, ça donne quand même une petite piste aux enquêteurs. Vient ensuite le tour de Steve. Ses réponses coïncident parfaitement avec les informations qui ont déjà été recueillies. Pourtant, un détail intrigue. Pourquoi n'a-t-il pas rejoint Denise et Rob au bar comme prévu? Steve explique qu'après son service, il est rentré chez lui, fatigué, et qu'en voyant l'état de ses finances, il a décidé d'éviter cette sortie supplémentaire. Il n'a pas osé les prévenir qu'il était un petit peu dans la galère financièrement, une explication simple, mais qui laisse malgré tout une zone d'ombre dans l'esprit des enquêteurs. Lorsque les policiers questionnent les parents de Denise à propos de ces deux hommes, la réponse est immédiate. Denis et Yon assurent qu'ils les connaissent, qu'ils leur font confiance et qu'aucun des deux n'aurait fait du mal à leur fille. Pour eux, il ne fait aucun doute. Ni Steve ni Rob n'ont quoi que ce soit à voir avec sa disparition. Et c'est là que la réalité devient plus cruelle encore. Parce que l'enquête n'a donc ni suspect, ni piste, ni mobile. Personne n'avait de raison d'en vouloir à Denise. Et c'est précisément ce qui glace le sang. Sa vie ordinaire, sans drame ni conflit, rend son absence encore plus incompréhensible. Mais la famille Hubert refuse de se résigner. Il passe immédiatement à l'action. Prospectus imprimé par centaines, équipe de bénévoles lancés sur le terrain, appel aux médias locaux, chaque possibilité est exploitée. Et rapidement, le visage souriant de Denise se retrouve placardé partout. Sur les vitrines de magasins, collé aux poteaux électriques, affiché dans les colonnes des journaux, la communauté tout entière commence à connaître cette jeune femme disparue. En quelques jours, la maison familiale change complètement de nature. Ce n'est plus seulement un foyer, c'est devenu un centre de commandement improvisé. Amis, voisins, journalistes et simples bénévoles s'y succèdent, certains pour aider, d'autres simplement pour offrir une épaule. Les appels, ils affluent. La police reçoit des dizaines de pistes entre grosses guillemets, puisque la plupart s'avèrent fausses, parfois même inventées de toutes pièces, juste pour se rendre intéressant, pour avoir son petit moment de gloire. Pourtant, les autorités ne lâchent pas. Une voiture de patrouille s'est installée en permanence à l'endroit exact où la Honda de Denise avait été retrouvée. Un agent posté là photographie chaque véhicule qui passe à toute heure. Des lettres sont envoyées également aléatoirement à des personnes qui vivent aux alentours. Mais les réponses, encore une fois, ne mènent à rien de concret. Il faut se rappeler quand même qu'à cette époque, il n'existe pas encore de réseaux sociaux. Pas de podcasts criminels, pas de vidéos virales pour amplifier le message, et donc tout repose sur la radio, la télévision et le bouche à oreille. Et tout ceci, eh bien, ça demande du temps. Beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. Alors qu'aujourd'hui, une simple vidéo sur TikTok peut être virale et faire des millions de vues en une soirée, et bien là, pour réussir à atteindre le million de personnes, vous doutez bien qu'il a fallu attendre des années pour en arriver à là, et évidemment, ça ralentissait à chaque fois les enquêtes. Le 13 juin, 10 longs jours après la disparition de la jeune femme, l'espoir reste pourtant vivace. Les proches refusent d'imaginer le pire. Steve, lui aussi, s'implique. Il gare sa voiture près de l'endroit où Denise avait disparu et la recouvre de prospectus, espérant qu'un automobiliste reconnaisse son visage, qu'un détail oublié remonte enfin à la surface. Les Uber décident également d'offrir une récompense, 10 000 $ tirés directement de leurs économies. Ils font imprimer 15 000 tracts supplémentaires, misant sur le fait qu'un intérêt financier puisse délier un petit peu les langues.
À mesure que le mois de juin s'achève, la routine de l'attente se transforme en supplice. Yon ne quitte presque plus la maison, cloué par la peur de manquer un appel. Car si le téléphone sonne, eh bien ça ne peut être que Denise, ou la police, avec des nouvelles redoutées. Son mari, Denis, abandonne totalement son travail pour se consacrer à la recherche. Il s'organise comme un chef d'opération, consigne chaque indice, coordonne les appels, gère les bénévoles. Leur combat devient quotidien et acharné. Yon, de son côté, se voit contrainte d'exposer sa douleur au grand public. Elle contacte des producteurs de télévision, plaide pour que l'histoire de sa fille soit diffusée, et devant les caméras, cette mère épuisée par tous les événements répète inlassablement pourquoi Denise mérite qu'on se mobilise, pourquoi chaque minute compte. Le père de Denise s'était lancé corps et âme dans la recherche de sa fille, jusqu'à transformer sa propre voiture en panneau publicitaire roulant. Sur chaque vitre, sur chaque portière, il avait collé la photo de sa fille, son sourire éclatant, accompagné d'un numéro de contact. Partout où il allait, les regards se posaient sur cette voiture devenue symbole d'espoir et de désespoir, les deux entremêlés. À mesure que les semaines passaient, son désespoir le poussait à explorer toutes les pistes, même celles auxquelles il n'avait jamais cru. Il finit même par consulter des médiums, alors que de base, c'est un homme très terre-à-terre, extrêmement rationnel et n'y a jamais vu aucun sens. Pourtant, dans son esprit, une question revenait sans cesse. Et si eux pouvaient capter ce que nous ne voyons pas ? Rien, de toute façon, n'était trop improbable quand il s'agissait de ramener sa fille. Et j'imagine que dans un tel désarroi, n'importe qui, t'as beau être le plus terre-à-terre possible, si ton dernier recours est d'aller voir des médiums, je pense que t'y vas. T'as envie de croire à tout ce qui est possible et inimaginable pour retrouver ton enfant, et malheureusement ça peut parfois faire aussi des victimes de charlatans et qui vont profiter de cette faiblesse pour se faire de l'argent et avoir parfois même une emprise constante sur ces personnes sur du très long terme. Donc si jamais ça arrive à l'un de vous, faites quand même très attention à ce genre de choses. Je ne remets pas en doute, encore une fois, les dons de médiumnité de certaines personnes. Simplement, il faut faire très attention. En octobre, les Uber franchissent une nouvelle étape. Ils engagent un détective privé, Logan Clark. L'homme, habitué aux affaires complexes, prend rapidement les choses en main. Et dès le départ, il écarte la théorie de la panne accidentelle. Pour lui, eh bien ça ne colle pas. Denise n'avait pas simplement crevé sur l'autoroute. Il était convaincu qu'elle avait été enlevée ailleurs, tuée, puis que sa voiture avait été soigneusement déposée sur le bas-côté, comme une mise en scène. Logan ne travaille pas seul. Il mobilise une équipe de 8 enquêteurs, tous concentrés sur ce qu'il considère comme la clé du mystère. Cette fenêtre de temps est cruciale, entre 2h et 5h du matin, lorsque Denise a déposé Rob, et 5h30 quand le premier conducteur affirme avoir vu sa Honda. Logan interroge plusieurs automobilistes, et 5 d'entre eux jurent avoir circulé sur ce tronçon entre 2h15 et 5h30. Et tous sont catégoriques. À ce moment-là, la voiture n'était pas là. De quoi renforcer sa conviction. Si la voiture n'était pas visible, c'est que Denise ne s'était jamais arrêtée à cet endroit. Quelqu'un d'autre l'avait déposée là, bien plus tard, à l'aube. Le pneu crevé, les phares restés allumés, tout semblait avoir été calculé pour donner l'illusion d'une simple panne mécanique. Une scène complètement orchestrée. Et cette hypothèse avait pu rester une simple théorie, jusqu'à ce qu'un témoin inattendu se manifeste. Une femme appelle la police. Sa voix tremble un petit peu, mais son souvenir reste clair. Elle explique avoir vu la voiture de Denise à 2h25 du matin, garée au même endroit, dans le même état exact que celui dans lequel elle a été découverte plus tard. Alors, pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt ? Elle répond simplement « Je pensais que quelqu'un d'autre appellerait ». Si son témoignage est vrai, ça signifie que Denise s'était bien arrêtée seule, quelques minutes seulement après avoir déposé Rob, et que ce qui lui est arrivé très vite. Mais malheureusement, les semaines passent, les mois passent, et rien. Malheureusement, les mois passent, mais aucune nouvelle. On arrive alors en mars 1992, lorsqu'un nouveau choc survient. Dans une orangerie, le corps d'une femme est retrouvé. La silhouette et la corpulence, absolument tout correspond à Denise. Alors l'espoir il renaît, mêlé évidemment à la terreur de la retrouver décédée. Mais rapidement, un détail fait quand même douter. Les vêtements ne correspondent pas du tout à ceux qu'elle portait le soir de sa disparition. Alors la police enquête, les tests médico-légaux sont menés, et le verdict tombe. Ce n'est pas Denise. C'est une autre victime, une autre tragédie, une autre impasse, une autre famille qui va devoir accueillir un choc énorme. Concernant Denise, une année entière s'est écoulée.
12 mois sans la moindre trace. L'absence devient un réel gouffre. Et comme si le destin s'acharnait, un autre drame frappe la famille. Yon, la mère de Denise, âgée de 49 ans, reçoit un diagnostic brutal. Un cancer du sein agressif nécessitant une mastectomie d'urgence. Cette mère vit alors désormais avec une double peine, la disparition inexpliquée de sa fille et sa propre lutte contre la mort. Alors que les Huber se noient dans la douleur, à plus de 600 km de là, en Arizona, une autre famille mène une existence tranquille. Jake et Ellen Court, retraités, passent leur journée entourés de leurs petits-enfants et partagent une passion commune, arpenter les marchés aux puces. Au fil des ans, ils ont trouvé un filon, la peinture. Seaux, aérosols, rouleaux, pinceaux, ils en écoulent tellement qu'ils ont fini par gérer 2 stands complets, une véritable petite entreprise artisanale. Nous avançons maintenant jusqu'en 1994, 3 ans après la disparition de Denise. Ce jour-là, Jake et Ellen sont encore sur un marché, prêts à vendre un peu plus de stock. En flânant entre les allées, Ellen remarque un nouveau vendeur. Lui aussi propose des produits de peinture. Elle sourit, songe à la concurrence. En plaisantant, elle lui lance « Compétition ?» L'homme lui répond avec un sourire « Bienvenue au club ». Il paraît avoir une quarantaine d'années. De fines lunettes, une silhouette plutôt maigre, un visage sans éclat particulier. Rien qui accroche vraiment le regard, si ce n'est son enthousiasme débordant pour la peinture. De quoi entamer, évidemment, une discussion légère et presque amicale. Il dit s'appeler John Famalaru. Récemment arrivé dans la région, il explique vouloir se rapprocher de sa mère et de son frère, car son père est actuellement hospitalisé. Ancien ouvrier dans le bâtiment, il cherche encore des clients. Il déclare de connaître quasiment personne ici, mais il insiste sur un point. Il a du stock, énormément de stock, et il tente de le vendre. Pour Jake et Ellen, accueillir un nouvel arrivant dans leur quartier paisible paraît presque naturel. Dans leur esprit, un homme fraîchement installé dans une zone aussi tranquille ne peut pas encore compter sur beaucoup de clients. Leur logique est simple. Eux parviennent à tirer leur épingle du jeu avec leur vente de peinture. Alors pourquoi ne pas donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui tente de faire la même chose ? Peu à peu, ça devient même une habitude, presque un rituel du week-end. Chaque samedi, ils reviennent, curieux de découvrir ce que John propose. Ils achètent aussi bien de gros pots que de simples pinceaux, s'interrogent régulièrement sur la variété de ses stocks et repartent toujours avec cette impression de soutenir à la fois un voisin et une opportunité commerciale. John, de son côté, arrive toujours dans sa camionnette blanche impeccablement remplie jusqu'au plafond. L'intérieur de son stand contraste, trop bien ordonné, presque trop contrôlé, comme si cette organisation servait à détourner l'attention de quelque chose. Mais pour Jake et Ellen, à ce moment-là, rien ne semble vraiment alarmant. Le samedi 9 juillet, pourtant, l'ambiance change subtilement. Entre quelques échanges sur la peinture, John laisse entendre qu'il possède bien plus de marchandises que ce qu'il expose publiquement. Selon lui, le gros de son inventaire se trouve directement à son domicile. Jake, un homme d'affaires attentif, voit immédiatement une possibilité de marcher en gros. L'adresse que John fournit est située dans un quartier huppé. Pelouse parfaitement entretenue, grande villa et terrain de golf à proximité, tout respire le confort, mais surtout la réussite. Quand ils se rendent sur place, plusieurs voitures sont déjà stationnées devant. John ouvre son garage et commence à montrer ce qu'il garde chez lui. Pendant ce temps, Ellen demande à son petit-fils s'il peut utiliser les toilettes. La réponse de John, sèche et tranchante, surprend tout le monde. Il affirme que l'eau est coupée, que les sanitaires sont inutilisables, et dans une maison de ce standing, l'excuse paraît quand même fragile, presque absurde. Pendant ce temps, Ellen demande si son petit-fils peut utiliser les toilettes. Ellen ressent immédiatement un malaise. Quelque chose cloche. Était-ce réellement son socle de peinture ou des biens acquis de manière douteuse ? Son malaise s'accentue lorsque John s'emporte brusquement contre l'enfant, qui s'amuse simplement avec un jouet. Il crie, exige le silence, comme si le moindre bruit représentait une menace. Il est midi, la rue est littéralement déserte, donc rien ne justifie une telle réaction. Pour Ellen, l'alerte elle est claire. Cet homme cache quelque chose. Alors qu'elle jette un coup d'œil discret vers l'arrière-cour, son intuition se renforce. Le contraste entre la façade cossue et le désordre derrière la maison est frappant. Des seaux qui sont renversés, des outils éparpillés, du bois pourrissant et des herbes folles colonisant chaque recoin, c'est vraiment quelque chose de louche à ses yeux. Mais ce n'est pas
non plus ce désordre qui l'inquiète le plus. Après tout, des personnes désordonnées pour X ou Y raison, ça arrive. Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est un câble électrique industriel, d'un orange vif, qui traverse la clôture et relie la maison de John à un grand camion jaune garé dans son jardin. Le véhicule ressemble à un camion de déménagement ou de stockage, mais sa présence prolongée intrigue énormément. D'autant plus qu'il est alimenté en électricité. Pourquoi un tel besoin? Et surtout, pourquoi ce camion semble-t-il immobile depuis déjà des mois? L'herbe restée intacte autour des pneus confirme cette impression. Il n'a pas bougé depuis bien longtemps. Hélène, prudente, garde ses soupçons pour elle sur le moment. Elle attend dans la voiture avec son petit-fils, le cœur serré, pendant que Jake finalise ses achats. Une fois seule, elle lui partage son malaise. Jake comprend aussitôt. Lui aussi a remarqué que quelque chose ne colle pas. Tous deux savent que ce qu'ils viennent de voir dépasse une simple vente de peinture. Le souvenir d'un contact utile revient alors à Hélène, un détective spécialisé dans les affaires de véhicules volés. Elle le joint dès le lendemain, le 11 juillet 1994, et lui raconte absolument tout, que ce soit la rencontre avec l'homme, ses ventes, tous les moments qu'ils ont pu passer ensemble, mais surtout cette visite dans son appartement qui semblait quand même très louche. Le détective prend la situation très au sérieux et vérifie aussitôt les informations concernant le camion. Le résultat est glaçant. Aucune trace d'enregistrement, et pire encore, le numéro de série correspond à un véhicule déclaré volé 6 mois plus tôt par une société de location en Californie. L'affaire prend une tournure bien plus grave. Dès lors, le détective contacte la police locale et un officier est envoyé sur place le 13 juillet. Dès son arrivée, ses doutes se confirment. La plaque du camion a été modifiée et ce véhicule volé trône bel et bien dans un quartier résidentiel respectable, alimenté par un câble électrique qui relie une maison suspecte à son mystérieux contenu. Pour l'enquêteur, c'est désormais indéniable. Quelque chose de sérieux se cache derrière cette façade ordinaire. Le câble épais, visible à plusieurs mètres, se faufile par-dessus la clôture et se connecte directement au camion. L'officier commence à envisager un scénario beaucoup plus sinistre. Peut-être qu'il ne s'agit pas simplement d'un vendeur de peinture improvisé. Peut-être qu'il y a finalement un laboratoire de drogue caché dans ce camion. La scène évoque des images de séries télévisées. On l'a tous en tête et il appelle l'unité des stupéfiants pour inspection. L'équipe arrive dans l'après-midi même et étant donné que le camion est volé, ils ont le droit légal de fouiller la cour même sans mandat de perquisition. La maison elle-même reste hors de portée. Mais tout ce qui se trouve à l'extérieur est accessible par les forces de l'ordre. Les agents passent en revue les outils, les pots de peinture et cherchent tout signe de production chimique. Et là, eh bien rien ne se révèle suspect, jusqu'à ce qu'ils suivent le câble orange jusqu'au camion. À l'intérieur, le câble alimente un énorme congélateur industriel, verrouillé et scotché avec plusieurs couches de ruban adhésif. La taille seule de ce congélateur est intimidante. Environ 4 mètres de long et 2 de hauteur. L'équipe sait qu'il faut procéder avec précaution. Un serrurier est donc appelé afin de forcer l'ouverture, pendant qu'une unité spécialisée se prépare avec des combinaisons de protection intégrale, gants, masques, comme pour une scène de crime. Un détective filme chaque étape, documentant chaque mouvement pour l'enquête. Lorsque le couvercle est enfin soulevé, l'air glacial qui s'en échappe ne prépare personne à ce qu'ils vont découvrir. Ce n'est clairement pas de la drogue, c'est un objet volumineux, emballé dans plusieurs couches de plastique noir, et ça repose à l'intérieur. Puis, eh bien, au-delà de cet objet qui est énorme, une odeur arrive. Âcre. Âcre, mais surtout suffocante. Le fond du congélateur est recouvert de substances semblables à du sang figé. Au début, certains pensent qu'il s'agit peut-être d'un animal de chasse, un cerf ou encore un autre gibier. Mais un détective pose la main sur le plastique et sent immédiatement la solidité. Ce n'est pas du bois, ni un os d'animal, c'est un humain. Un frisson parcourt toute l'équipe. Le sac est alors ouvert avec précaution, et là, deux mains apparaissent, menottées avec soin. Les détails sont horrifiants. Les ongles sont longs, vernis, et une bague élégante reste à son doigt. Le corps est nu, agenouillé, les poignets attachés derrière le dos, plusieurs sacs de plastique blanc tirés au-dessus de sa tête, tout indique un crime méticuleusement planifié. Ce n'est pas seulement un camion volé ou un congélateur qui a été abandonné, c'est une tombe mobile. La question devient immédiatement pressante. Qui est cette femme? Mais surtout, qu'a-t-elle subi?
Une seule personne peut répondre à ça, John. Mais bizarrement, John est introuvable. Les enquêteurs réalisent rapidement que le corps commence à se décomposer dès qu'il est débranché et exposé. Ils n'osent alors rien toucher. Le médecin légiste est immédiatement appelé pour qu'il vienne sur place. Pour lui, la situation est évidemment inédite. Il sait que si les doigts décongèlent trop vite, la peau se plissera, rendant l'identification par empreinte impossible. Le congélateur est alors transporté 6 mois à la morgue, toujours scellé. Une fois ouvert, la découverte confirme la préméditation. Le corps est enveloppé dans 3 couches distinctes de sacs poubelles noirs, chacun parfaitement sécurisé. Et ce n'est pas aléatoire, c'est méthodique, presque rituel. Les menottes sont si serrées qu'il faut un coupe-boulon pour les retirer. Aucun espace pour bouger, aucune chance de survie. Aucune identification, pas de portefeuille, pas de carte d'identité, rien pour révéler son nom. Juste une jeune femme, vraisemblablement dans la vingtaine, figée dans le temps, prisonnière de l'horreur absolue. Les enquêteurs ont commencé à retirer les sacs en plastique blanc qui enveloppaient soigneusement sa tête, couvrant sa bouche et ses yeux. Lorsque le ruban adhésif a été enlevé, quelque chose est tombé de sa bouche. Un morceau de tissu enfoncé si profondément qu'il avait presque bloqué ses voies respiratoires. Son crâne présentait de multiples fractures et son visage tuméfié portait les traces d'une violence extrême. L'os brisé avait même déplacé des parties de son cerveau. Aucun signe de lutte n'était visible, elle n'avait probablement pas eu le temps de crier, rendant le crime encore plus terrifiant. Le médecin légiste, soupçonnant un mobile sexuel, a procédé à un examen. Il a délicatement gratté la glace autour du corps pour récupérer des preuves ADN avant toute dégradation. À l'aide d'un sèche-cheveux, il a réchauffé les doigts de la victime juste assez pour obtenir des empreintes digitales exploitables, immédiatement comparées à la base des personnes disparues. L'examen minutieux a révélé quelques indices supplémentaires. Une boucle d'oreille unique coincée dans ses cheveux, un collier en forme de cœur autour du cou et une bague Adolphine intacte au petit doigt. Son visage portait de multiples blessures, si nombreuses que les experts ont dû faire appel à un anthropologue médico-légal pour reconstruire le crâne et identifier les armes utilisées. Pendant ce temps, le détective Steven, qui avait initialement parlé à Jake et Helen, a reçu un appel urgent d'un autre enquêteur en Arizona. À 17h30, une Jeep rouge s'est arrêtée devant la maison de John. À l'intérieur, John et sa mère, Anne. Les forces de l'ordre encerclent le véhicule et ont procédé à l'arrestation. John a été inculpé pour vol de camion et sa mère retenue pour interrogatoire. Il s'est avéré que le câble fournissant l'électricité au camion venait de la maison de Anne. Lorsqu'on lui a demandé des explications, elle a prétendu ignorer l'origine du câble et a affirmé que John stockait simplement des outils dans le camion en préparation d'un déménagement tout en restant calme et discret. Mais la découverte avait absolument tout changé. Plutôt que de montrer de l'inquiétude pour son fils, Anne se préoccupait surtout que la police fouille sa maison sans mandat. Elle a refusé l'offre d'un hôtel et est restée assise sur une chaise de camping à surveiller chaque mouvement des agents. John, âgé de 37 ans, demeurait froid et impassible. Il a déclaré qu'il n'avait simplement pas pu rapporter le camion. Mais lorsqu'un détective a insisté « Vous ne gardez pas un camion volé juste par paresse ?» il s'est tu. Et dès qu'on a évoqué le congélateur, il a demandé immédiatement un avocat. Tout semblait pourtant déjà accablant contre lui. La maison voisine, propriété de sa mère, avait une histoire particulière. Elle appartenait à la sœur de John et à son ex-mari, qui l'avait laissé occuper temporairement les lieux. Pour dissimuler ses traces, il avait remplacé la plaque du camion par celle de son véhicule professionnel, espérant que toute vérification rapide passerait inaperçue. Fidèle à son habitude, sa mère le défendait malgré l'évidence. Anne a insisté qu'elle n'avait aucune idée du corps découvert et ignorait complètement l'identité de la jeune femme. Elle a même ajouté qu'elle se sentait triste pour John, affirmant que les femmes lui brisaient toujours le cœur. « C'est un bon garçon, nous sommes de bonnes personnes, nous sommes des chrétiens craignant Dieu. » Mais les enquêteurs savaient qu'ils étaient bien loin de la vérité. Ce que la police a trouvé à l'intérieur de la maison de John brossait un tableau terrifiant mais surtout contradictoire. La maison elle-même ressemblait au chaos incarné. Sale, désorganisée, encombrée, le genre de lieu où on n'a pas du tout envie de vivre. Mais ce qui inquiétait le plus les agents, c'est la présence d'armes qui étaient partout. Un pistolet sous le matelas, un fusil de chasse appuyé contre le mur, une autre arme sur le sol, à côté un maillot en plastique, un couteau de chasse, tout entassé sans logique apparente.
Il était impossible de dire si John se sentait menacé ou si ce sont les autres qui devaient craindre pour leur vie. Au sous-sol, les boîtes étaient étiquetées de manière anodine. Noël, d'hiver, décor de vacances. Mais en ouvrant deux d'entre elles, les policiers sont tombés sur des objets d'une nature bien plus sinistre. À l'intérieur, un marteau taché de sang, une tige métallique recouverte de tissu humain, une serviette imbibée de sang, du ruban adhésif, un ensemble de menottes avec la clé, et surtout, un sac à dos recouvert du sang contenant le permis de conduire de Denise Huber. Mais ce n'était pas tout. La police a découvert 10 autres pièces d'identité appartenant à des femmes différentes. Carte de sécurité sociale, certificat de naissance ou encore permis de conduire. Aucune trace de leur propriétaire et parmi ces documents se trouvaient également des vêtements ensanglantés. Un sweatshirt, un jean, une paire de sous-vêtements et une robe noire à fines bretelles, la même que Denise portait le soir de son concert. D'autres objets personnels de Denise, comme une veste noire tachée, son sac à main et ses clés, étaient également là. Dans un placard, un autre détail glaçant a attiré l'attention des enquêteurs. Une pile de journaux relatant la disparition de Denise, accompagnée d'une cassette VHS enregistrant les reportages sur l'affaire. John ne s'était pas contenté de la tuer, il avait suivi l'enquête de manière obsessionnelle, archivant chaque étape, revivant son crime encore et encore. Il savait très bien ce qu'il avait fait, et une part de lui semblait être fière. Les policiers ont également trouvé le reçu du congélateur utilisé pour stocker le corps, daté seulement quelques jours après la disparition de Denise. Plus ils fouillaient, et plus les découvertes étaient troublantes. Des photographies de femmes en lingerie, en maillot de bain, parfois partiellement nues. Qu'il les ait prises lui-même, volées ou découpées le magazine, une chose était claire. John avait une fixation malsaine sur les femmes. Le sous-sol contenait un véritable trésor de vêtements pour femmes, de toute taille et texture, sans aucune logique apparente. Mais ce qui a terrifié le plus les détectives, c'était 2 uniformes du département de police de Los Angeles suspendus dans le placard. À côté, une boîte étiquetée « Kit de kidnapping » contenant une paire de menottes, un rouleau de ruban adhésif et un morceau de tissu identique à celui retrouvé profondément enfoncé dans la gorge de Denise. Les enquêteurs ont également rapidement compris que ce n'était pas seulement une cachette. John possédait plusieurs véhicules et aurait pu stocker les kits similaires dans chacun d'eux. Les uniformes de police suggéraient qu'il pouvait facilement se faire passer pour un officier et enlever des femmes sans éveiller de soupçons. Ce n'était clairement pas un meurtre isolé. C'était un rituel, une obsession, une performance qui avait été répétée avec soin. Et les preuves physiques racontaient une autre partie du calvaire de Denise. Ses chaussures étaient rayées, signe qu'elle avait été traînée sur l'asphalte. Elle n'avait pas marché, elle avait été transportée comme un objet. Mais cette constatation n'était que la surface d'un cauchemar encore plus profond. Derrière un mur scellé au sous-sol, ils ont découvert une pièce souterraine cachée. Un espace sombre et silencieux que personne n'était censé trouver. Une peur glaciale s'est emparée des enquêteurs. Était-ce là qu'il avait gardé d'autres victimes? Les femmes dont les pièces d'identité avaient été trouvées dans la maison. Allait-il alors découvrir d'autres cadavres? Des chiens de recherche ont été amenés pour inspecter les lieux, renifler, gratter, traquer, mais aucun reste humain n'a été retrouvé. Rien que le silence, pesant et oppressant, et ce sentiment viscéral que le mal avait résidé là. Les enquêteurs ont décidé alors de se concentrer sur les pièces d'identité, et ils ont traqué toutes les femmes liées à John. La plupart étaient heureusement encore vivantes. Certaines ont révélé des expériences clairement terrifiantes. Une travailleuse du sexe a raconté que John l'avait payée pour un rendez-vous, puis avait tenté de l'étrangler dans le désert. Elle avait couru, nue et ensanglantée, pieds nus sur du sable et des roches, échappant, heureusement, de justesse à la mort. D'autres femmes n'ont jamais été identifiées. Pas de famille, aucun moyen de savoir si elles étaient encore en vie. Pendant ce temps, à la morgue, les résultats médico-légaux ont confirmé ce que la famille craignait malheureusement depuis déjà 3 ans. Le corps gelé dans les sacs noirs était bien celui de Denise Huber. L'ADN prélevé sur son corps correspondait à John Famularo. Il ne s'était pas contenté de la tuer, il l'avait violée, gardée, enveloppée, cachée et conservée comme un trophée. L'équipe médico-légale a reconstruit le crâne brisé de Denise pièce par pièce. Certains fragments étaient littéralement pulvérisés, mais ils ont réussi à comprendre l'ampleur de l'atrocité. Au moins 2 armes distinctes avaient été utilisées. 31 coups sur le visage et le crâne, tous portés alors que sa tête était enveloppée de plastique.
La force était telle que des morceaux de plastique s'étaient incrustés dans son crâne. Certains impacts étaient ronds, probablement dus à un marteau, d'autres minces et profonds, semblaient provenir d'une barre de métal ou d'un pied de biche. La cause officielle du décès, traumatisme contondant sévère au crâne. Quand ça a été terminé, même les professionnels aguerris, habitués à voir des meurtres et des tortures, ont été bouleversés. Ils en ont pleuré, tant la brutalité dépassait tout ce à quoi ils s'étaient préparés. Mais le plus terrifiant restait le comportement de John lui-même. Une année après avoir tué Denise, il se présentait encore à un marché local, discutant avec des inconnus, parlant de la jeune fille disparue de Californie comme si ce n'était qu'un fait divers parmi tant d'autres. Et des monstres comme John, ils ne surgissent pas de nulle part. Ils se façonnent lentement, en silence, dans des maisons apparemment normales, sous un vernis de banalité. Alors, revenons à l'homme lui-même, John Famularo. John Famularo est celui qui riait en public tout en bâtissant l'enfer en privé. Sa mère était une figure dominante et extrême. Religieuse, émotionnellement instable et contrôlante à l'extrême, sa version de la parentalité oscille entre discipline rigide et guerre psychologique. La foi n'était pas un guide, c'était une arme. Chaque désobéissance, chaque infraction, même minime, promettait un enfer éternel. Chaque jour, elle rappelait à ses enfants que Dieu l'avait choisi pour les sauver. Tout ce qu'elle faisait, aussi cruel que ça paraissait, se faisait au nom de Dieu. C'est dans ce climat de peur, de contrôle et d'obsession religieuse que John a grandi, façonnant l'homme capable des crimes que nous venons de décrire. Finalement, tout dans la maison de sa mère semblait un péché. Elle contrôlait ce que ses enfants portaient, leurs moments d'intimité, leur connaissance de leur propre corps, leurs appels téléphoniques, leurs chambres, leurs rares amitiés qu'ils avaient le droit de tisser. Elle croyait sincèrement qu'il était de son devoir divin de les protéger de la corruption du monde. Mais ce qu'elle a réellement construit, finalement, n'était pas un foyer, mais une prison, une maison d'horreur psychologique. John était pourtant un enfant calme, fragile, profondément seul. À l'école, il subissait un harcèlement constant. On se moquait de lui, on le bousculait, on le traitait de monstre, d'impuissant, alors que ce n'était qu'un enfant. Même à la maison, il n'était pas la sécurité. Sa mère favorisait grandement son frère aîné, Warren, un jeune homme confiant, intelligent, charismatique, tout ce que finalement John n'était pas. Mais Warren lui-même ne pouvait jamais échapper au contrôle de leur mère. Même ses succès étaient tous étouffés par son autorité tyrannique. L'obsession maternelle pour la moralité dépassait toute raison. Lorsque Warren est partie à l'université et a commencé à sortir avec une jeune femme, elle les a suivis littéralement jusqu'à l'hôtel où ils séjournaient. À la moindre occasion, elle faisait irruption, hurlant sur le péché et la honte, et allant même jusqu'à attaquer physiquement la jeune femme. Warren, l'enfant doré, finit par être arrêté et reconnu coupable de crimes graves impliquant des mineurs. La famille a sombré dans le scandale. Leur mère, autrefois influente et impliquée dans le conseil municipal, a perdu tout du jour au lendemain. Elle et son mari ont quitté la Californie pour se réfugier dans une petite ville, loin de la honte. Pendant ce temps, la vie de John se démêlait complètement. Adolescent, sa mère l'a envoyé dans un pensionnat religieux pour le corriger, mais il a abandonné au bout d'un an. Après ça, ce fut une succession d'échecs. École à école, travail à travail, relations amoureuses catastrophiques, tout ce qu'il faisait finissait mal. À un moment, il a même tenté des études de médecine, mais il a abandonné. Pourtant, son CV racontait une toute autre histoire. Mensonges et exagérations, affirmant des réussites et des diplômes inexistants, une entreprise prospère avec des millions de chiffres d'affaires et des dizaines d'employés. Évidemment, rien n'était vrai. Quand tout le reste a échoué, John a emménagé chez sa grand-mère, un foyer aussi chaotique et strict que celui de sa mère. Et finalement, les chiens ne font pas des chats. Là-bas, il a commencé à vendre de la peinture. Et à première vue, il semblait un entrepreneur moyen. Chemise propre, sourire poli, semblant ordinaire. Mais derrière ce masque se cachait un homme profondément perturbé, obsessionnel et méthodique. Il conservait chaque reçu, chaque morceau de papier, verrouillait sa chambre, et personne n'était autorisé à pénétrer dans son espace personnel. Ses humeurs changeaient brutalement, parfois charmant, parfois glacé. Et lorsqu'il se focalisait sur les femmes, ses intentions devenaient bien plus sombres. En 1987, John a emmené une femme à New York. Au début, tout semblait normal. Mais une nuit à l'hôtel, il décide de jouer une blague terrifiante.
Et une blague, je dis ça entre grosses guillemets. Pour lui, c'en était une, mais en réalité, c'en est pas une du tout. Il l'a menottée à une barre de fenêtre, lui a enlevé ses vêtements, a tiré les rideaux et a quitté la chambre, la laissant nue, impuissante, exposée à la vue de tous pendant des heures. À son retour, il a agi comme si de rien n'était. Et cette femme n'a pas porté plainte, non pas par consentement, mais surtout par peur. Cette première femme avait disparu de sa vie. Puis vient Nancy. Cette dernière a raconté à la police un incident glaçant. Pendant une dispute, John l'avait poussée, menottée au lit et retenue de force. Elle savait qu'il allait la blesser, et la seule raison pour laquelle elle s'en était sortie intacte, c'était qu'elle avait menacé de prévenir la police. Même après ça, il avait agi comme si de rien ne s'était passé, comme si cette violence n'était qu'une blague, un geste insignifiant. C'était sa norme à lui, sa manière d'affirmer le contrôle, de tester les limites de ses victimes. Nancy, malgré ça, est revenue vers l'homme. C'est triste à entendre, mais malheureusement, ça arrive régulièrement. C'est simplement une relation toxique, là où la peur et la manipulation sont une forme perverse d'attachement émotionnel qui peuvent piéger les victimes. Ils se sont même fiancés, un faux semblant de normalité. Mais bon, en juin 91, le même mois où Denise a disparu, Nancy a mis fin à leur relation définitivement. Pour John, ce rejet n'était pas seulement une humiliation, c'était une perte qu'il n'a jamais oubliée. John possédait aussi une unité de stockage. Les nouveaux locataires ont remarqué d'étranges taches de peinture sur le sol. Ils ont tenté de les nettoyer, mais la plupart sont restés obstinément visibles. Lorsque la police a finalement testé l'endroit au luminol, certaines zones brillaient. C'était du sang, et le sang de Denise. C'était la preuve que John l'avait tuée dans ce lieu précis, puis avait tenté de la camoufler sous la peinture. L'unité était le théâtre exact de son crime. Sur sa propriété, plus de 100 000 objets ont été saisis. Et oui, 100 000, je n'abuse pas, c'est bien 100 000 objets. J'ai dû relire à plusieurs fois ce chiffre pour être sûr que ce n'était pas 10 000, que je n'avais pas rajouté un zéro. Non, 100 000 objets. Des papiers, des outils, des vêtements, des objets personnels, tous conservés avec une obsession maladive. Cette compulsion à tout garder, que beaucoup auraient pu voir comme un signe de manie ou de négligence, est exactement ce qui a permis de résoudre l'affaire. John avait gardé chaque élément de preuve. Denise, ce qui est déjà une énorme preuve en soi, le camion, les articles ensanglantés, tout était là, soigneusement conservé. Il avait eu des années pour absolument tout détruire et commettre le meurtre parfait, mais il ne l'avait pas fait. Il vivait dans le passé, prisonnier de ses propres crimes. 6 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Denise lorsque le procès de John a enfin commencé. Six années s'étaient écoulées depuis la disparition de Denise lorsque le procès de John a enfin commencé. Dès le premier jour, l'attention médiatique a été écrasante. L'affaire avait capté l'imaginaire public. Télévision, radio, journaux, tout le monde en parlait. C'était l'une de ces tragédies qui devenait virale, dont on ne pouvait se détacher. Les avocats de John ont joué la première carte. Et ils ont affirmé que, vu la couverture médiatique, John avait déjà été jugé dans l'opinion publique et que tout le monde voulait la peine de mort. Ils ne pouvaient donc pas, logiquement, obtenir un procès équitable. Ils ont demandé un nouveau jury, mais le juge a rejeté la requête. Le jury avait été sélectionné avec soin. Parmi plus de 1200 personnes, réduit à 12 jurés et 4 suppléants, chacun interrogé individuellement sur ce qu'il savait de l'affaire et sur sa position sur la peine capitale. John, de son côté, n'a rien confessé. Il n'a jamais rien raconté sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. C'est l'accusation, pendant le procès, qui a donc dû reconstituer toute l'histoire. Ils ont présenté leur théorie. John avait repéré Denise après son problème de pneus. Il avait exploité l'obscurité, l'isolement et la confiance de sa victime. Il avait feint de l'aider, l'avait attirée dans sa voiture, l'avait conduite à l'unité de stockage où il l'avait enchaînée, torturée, frappée à la tête 31 fois avec un marteau. Quand tout ça était fini, il a acheté un congélateur, l'a enveloppé dans du plastique et l'a conservé pendant 3 ans comme un trophée malsain, incapable de laisser partir ce qu'il avait pris. Et évidemment, je vous passe les détails lorsqu'ils ont mentionné l'agression sexuelle que la pauvre femme a subie. Les avocats de la défense ne pouvaient nier les preuves. Ils ont tenté alors de l'humaniser, en appelant plus de 20 témoins. Famille, amis d'enfance, collègues, pasteurs et sa sœur Marianne.
Cette dernière a décrit John comme un garçon vivant dans l'ombre de son frère aîné, Warren, un garçon calme, sensible, ignoré par une mère froide et autoritaire. Elle a admis qu'il avait des démons intérieurs, mais a affirmé qu'il n'était pas mauvais. Rien, cependant, ne pouvait effacer l'image du corps de Denise, gelé pendant des années dans un congélateur, placé dans un camion volé. La défense a soutenu que ces traumatismes d'enfance avaient brisé John, que le meurtre était le résultat d'un effondrement mental et non d'un plan prémédité. Le procureur, impitoyable, a dépeint John comme un calculateur froid, pas un garçon brisé, mais un prédateur méthodique. Il a souligné les faux uniformes de police, les kits d'enlèvement et la mise en scène obsessionnelle de ses crimes. Certains tueurs essayent d'oublier. John voulait se souvenir, chaque jour. John ne fuyait pas, il gardait tout. Il conservait, enregistrait, planifiait. Chaque geste, chaque détail, chaque victime, un trophée dans sa mémoire et ses actes. 3 heures pour juger des années d'horreur, de manipulation et de cruauté méticuleusement planifiées. 3 heures pour trancher la vie d'un homme et enfin rendre justice à Denise. Le 22 mai 1997, John Farmalo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, enlèvement et agression sexuelle. Tout au long du procès, John était resté impassible, le visage froid, figé, presque mécanique. Il n'y avait aucun signe de remords, aucun soupçon de regret. Quand le verdict a été lu, il a baissé brièvement la tête, juste assez pour montrer une trace d'humanité, puis a retrouvé ce regard vide, glacé, qui avait hanté tant de vies. Il n'était pas seulement un homme, c'était un monstre, un prédateur qui avait su masquer ses instincts les plus sombres derrière une façade de normalité. Les parents de Denise ont alors pris la parole devant le tribunal. Sa mère, Yon, s'est levée avec des mains tremblantes. Son corps était affaibli, mais son esprit brûlait de douleur et de chagrin. Elle a parlé d'une voix douce mais brisée, racontant la vie qu'elle avait perdue avec Denise. Les déjeuners à deux, les promenades sur la plage, les recettes qu'elle préparait ensemble, tout ça lui manquait. Elle a expliqué comment son chagrin avait aggravé son cancer, comment le traumatisme émotionnel pouvait détruire le corps autant que l'esprit. Chaque mot était une flèche dans le cœur de l'assemblée. Son père, les yeux rouges et embués de larmes, a parlé de ce qu'il chérissait le plus, une simple note que Denise lui avait laissée avant sa disparition. Il la tenait toujours comme un petit trésor fragile qu'aucune horreur ne pouvait effacer. Le juge a déclaré que la douleur infligée à la famille Hubert était incommensurable. Avec ce constat, il a prononcé la peine de mort. L'air dans la salle semblait suspendu, chargé de l'écho d'années de peur, de perte et de colère. John a fait appel, il a prétendu que le procès aurait dû se tenir dans un autre état, que les déclarations émotionnelles de la famille Huber avaient injustement influencé le jury, mais il était trop tard. Les preuves étaient irréfutables, les vies brisées parlaient d'elles-mêmes, et le monde pouvait voir John pour ce qu'il était réellement. Un homme tentant désespérément de fuir la justice, mais piégé par ses propres actes. Et John, eh bien dans tout ça, là où je vous parle, on est lundi 15 septembre 2025, John n'a toujours pas été exécuté. Depuis l'année 2006, la Californie n'a pas procédé à une seule exécution, y compris celle de John. Le gouverneur a suspendu toutes les exécutions, ce qui signifie que John reste dans le couloir de la mort, mais pourrait ne jamais se faire exécuter. Et c'est donc tout pour cette affaire qui est quand même assez longue, donc j'espère que je ne vous ai pas endormi, que vous êtes encore présent et surtout que cette affaire était encore inconnue pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, surtout est-ce que vous pensez qu'il y a eu d'autres meurtres, puisque avec tout ce qu'on a pu retrouver, les cartes d'identité, les cartes bancaires et tout ce qui s'ensuit, certes des personnes ont pu être retrouvées, des personnes qui étaient en vie, qui ont subi des sévices de l'homme, mais toujours en vie, mais si certaines personnes ont réussi à échapper à la mort de ce dernier, qui d'autre que Denise n'y a pas échappé? Toutes ces pièces d'identité, si elles sont là pour une bonne raison. Elles ne sont pas arrivées par magie, il ne s'est pas amusé à juste voler des cartes d'identité au hasard, c'est qu'il a pu y accéder. Alors est-ce que ces personnes s'en sont toutes sorties? Est-ce que Denise est la seule victime de meurtre? Personnellement, j'en doute. Et peut-être qu'un jour, on aura d'autres noms, d'autres corps qui seront découverts et qui seront reliés au cas de John Farmalo. Donc, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas à mettre un petit boost également pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le font puisque ça nous aide énormément. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.